On reparlera dans la semaine de cette question passionnante. Passionnante, et puis ça va même au-delà, quoi. C'est-à-dire que derrière, c'est vraiment des questions très profondes, d'un côté d'identité et de l'autre côté de production. Voilà. Tiens, d'ailleurs, juste un mot. Alors oui, on va parler du climat, mais là aussi, très rapidement, je ne sais pas, parce que c'est votre expérience quand même qui m'intéresse, mais vraiment très rapidement, l'histoire des records d'embauche, là. Comment est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que globalement, la récession pointe son nez, et les entreprises embauchent à tour de bras. C'est une forme de peur de manquer. Enfin, on fait du stock de ressources humaines parce qu'on se dit c'est tellement difficile, les recrutements sont tellement difficiles qu'il faut, tant pis si ça nous fait dégrader un peu la marge, etc. Il faut... Je pense qu'on recrute sur des postes qui ne seront pas ceux que l'on coupera en cas de récession. Je partage tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les compétences que l'on recherche et dont on aura besoin de toute manière, et peut-être même en particulier dans une conjoncture difficile, des postes sur de la technologie, par exemple, hein, mais pas seulement, par rapport à des postes qui sont, eux, plus liés à l'activité du moment et qui seront ceux dont on aura besoin de les réduire si l'activité D'accord. Donc, c'est toute la difficulté d'ailleurs de gérer des effectifs en France, puisque tout est quantitatif et un poste, c'est un poste. Mais néanmoins, je pense que les entreprises sont convaincues qu'elles ont besoin de changer, de transformer totalement leurs compétences, et elles continuent à travailler sur ces sujets-là, parce que conjoncture ou pas, il faudra se transformer. Peut-être pire. En fait, c'est exactement ça. C'est que quand on dit il y a X millions de chômeurs, on a l'impression qu'un chômeur veut un autre chômeur, alors que ça dépend du métier, du secteur, etc. Moi, je dis depuis des années, tu m'as déjà entendu dire ça, que la technologie, les algorithmes, l'intelligence artificielle, allez, n'ayons pas peur des mots, vont remplacer des métiers mécaniques et répétitifs, des métiers administratifs, au bénéfice des métiers de service dont on a parlé tout à l'heure, qui sont peu payés, du bas de la chaîne, et des métiers à haute valeur ajoutée. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'on a largement besoin, comme on a tardé en plus à recruter, de recruter dans ces valeurs, dans ces métiers à valeur ajoutée, où en plus on n'a pas formé non plus. On n'a pas la formation, on n'a pas éduqué les gens, et on a besoin des métiers de service. C'est pareil, on les avait remplacés, on en faisait moins, etc. Donc on a plutôt besoin d'un cuisinier, d'un plongiste dans un restaurant, et on a besoin d'un ingénieur spécialiste de telle ou telle automatisation. Et entre les deux, on va avoir tous ces métiers administratifs, répétitifs qui vont disparaître. Et la question, c'est la formation et la réadaptation. Comment on remet dans le circuit des gens qui vont être déconnectés. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est de la planification et c'est du long terme. Rien à ajouter. Jérôme, rien à ajouter. Alors, allons-y sur le climat et les promesses des entreprises. Donc, la COP 27. Ouais, c'est ça. Ouais. Bat son plein, comme on dit. J'avais vu la semaine dernière, ou même il y a 10 jours, enquête d'Accenture, seuls 7% des entreprises ayant pris des engagements de réduction de CO2 sont aujourd'hui en mesure de les atteindre. Échantillon, donc Accenture a pris un échantillon parmi les 2000 plus importantes entreprises du monde. Premier point à commenter. Deuxième point, c'est l'Europe qui fait plus d'efforts que le reste du monde. J'ajoute troisième point d'ailleurs, mais on y reviendra. Ce que nous dit ce week-end, je crois que c'est le Global Carbon Project, l'ensemble des scientifiques qui sont en train de mesurer, qui essayent de mesurer les émissions de CO2 et qui nous disent qu'on va encore augmenter d'1%, ça paraît rien, mais on a tous conscience que c'est évidemment énorme, les émissions de CO2 au terme de l'année 2022. Mais restons sur les promesses des entreprises. C'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, François, sauf qu'à un moment, ça va les rattraper quand même, les boîtes. L'ensemble de leurs engagements 2030-2035, alors 93% d'entre elles ne sont pas en mesure de les tenir aujourd'hui. Je pense qu'il y a ces deux sujets quand même, corrélés, mais pas tout à fait les mêmes. Le premier, c'est la vieille ESG de papa, où on disait je fais bien les choses et où on vérifiait pas trop les choses. Je pense que aujourd'hui, la plupart des entreprises qui s'engagent sur un certain nombre de trajectoires ont bien conscience qu'il faut qu'elles les mettent en œuvre. Donc, il n'y a pas de, comme on disait dans mon patois, de window dressing. Il n'y a pas une volonté de raconter une histoire. Par contre, c'est pas ce que nous dit Accenture. Par contre, les échéances sont des échéances relativement lointaines.
Et je pense, parce que je le vois, qu'il y a le pari qu'on va trouver, enfin toutes les solutions, les trajectoires ne sont pas écrites, loin de là. Et elles sont encore moins mesurées, décidées, comme on le fait en général sur des projets. Parce que d'abord, l'entreprise, elle n'a pas tellement l'habitude de traiter des projets à 10 ans. Hein. Enfin, c'est des grands industriels, oui, mais la plupart des entreprises, non. Alors Très du juste. coup, des objectifs en 2030, voire les net zéro à 2050, bon, on a le temps. Et du coup, il y a quand même une part d'inconnu, on va le dire positivement, dans les engagements qui sont pris, avec l'idée qu'on va y travailler et que forcément, on va y trouver des solutions. Donc, je pense qu'une partie du chiffre s'explique par ça. C'est-à-dire que les plans ne sont pas des plans détaillés, opérationnels, mesurés, et que quand on va se retrouver, on en voit quelques exemples, à se dire, ça y est, alors maintenant je mets des étapes, je mets des seuils, etc. Et alors là, on se dit, oh là, la dernière année, ça va être la dernière année ou les dernières 5 années, ça va quand même être sacrément raide. Voilà. Donc je pense que ça traduit un manque d'opérationnalisation, d'objectifs qui restent à long terme pour l'entreprise et sur lequel, clairement, il n'y a pas encore une mesure de l'effort qui doit être fait. Et ce qui va se passer, c'est quand on va mesurer l'effort que ça représente et les conséquences en matière d'investissement, en matière de transition, etc., là, on pourrait bien voir des gens se dire mais est-ce qu'on y va quand même? Est-ce que ça a du sens? Etc. Les seuls qui se sont vraiment engagés, enfin les seuls, non, mais moi je suis très admirative sur ce que fait l'industrie automobile aujourd'hui, mais parce que le coup près était là, et du coup ils se mettent à planifier, etc. Mais ce qu'ils ont réalisé en quelques années, c'est monstrueux. Et d'ailleurs, maintenant, ça fait trembler les politiques. Mais on va en dire un mot. Oui, mais on va en dire un mot de l'industrie automobile parce que j'ai retrouvé une phrase de Tavares qui m'avait échappé qui va parfaitement résumer le dilemme. Meka, comment est-ce que tu vois le truc? 93% des entreprises sont dans le rouge aujourd'hui, en fait, au regard de leurs propres promesses, des objectifs qu'elles se sont elles-mêmes fixés. Alors, je n'ai rien à rajouter, pas mieux que ce que disait Françoise globalement. Ce que je dois dire, c'est que le secteur que je connais, qui est le secteur de bâtiments immobiliers, c'est le deuxième secteur le plus polluant au monde, derrière le transport. Et ce secteur-là a fait énormément de progrès également dans ce domaine-là, en se mettant tous ensemble. D'ailleurs, dans une de mes activités, qui est la Fondation Palladio, nous travaillons pour avoir des actions collectives, pour ne pas attendre des règles et des lois et des machins, ça suffit. On va essayer de trouver des innovations. En revanche, on n'a pas encore tous les moyens d'y arriver. C'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup d'engagements en Europe, d'une manière générale. Alors évidemment, on ne représente que pas grand-chose de l'émission globale du monde, qui n'est pas comme ça, qui est bien plus importante. Et deuxièmement, on a quand même ce problème d'unification des normes, notamment en matière de CO2. Une tonne de CO2 est une tonne de CO2. On doit avoir les mêmes normes. Or, les pays n'ont pas les mêmes normes, les mêmes points de vue, les mêmes façons de faire. On l'a vu avec le Green Deal européen. Les Allemands, comme le reste de l'Europe, ont décidé que ce Green Deal, cette réduction, cet argent qui allait vers les entreprises pour réduire leur impact carbone, allait, quel que soit le secteur, quels que soient les immeubles, quels que soient les bâtiments, quel que soit le sujet. En France, on a mis l'accent sur le résidentiel particulier, avec tout ce que ça pose comme problème de rénovation énergétique des appartements dans les copropriétés, les discussions, enfin la fête des voisins, etc. Donc on n'a pas mis la vision, n'a pas été la vision qui va dans le même sens pour y aller massivement. Or, il faut utiliser la loi de Pareto, 80-20. Là où on peut être le plus efficace, il faut y mettre le maximum d'investissement. Et ce sont des trilliards d'investissements. Et ce que tu veux dire, c'est que c'est pas du côté du résidentiel particulier qu'on est le plus efficace. Je veux dire, franchement, le particulier qui en plus a acheté un appartement pour donner en location avec, je sais pas quoi, la loi Méhaignerie, machin, enfin, Pinel, etc. C'est beaucoup de discussions. Il faut le mettre sur ceux qui ont la capacité. Grosse masse, il y a eu le Green Deal, la répartition. Il faut le mettre là où ça peut être efficace collectivement. Et puis les États sont aussi propriétaires de beaucoup de choses. Ils doivent y mettre aussi le maximum. Faisons le 80-20. Quand on aura fait le 80-20, on peut s'occuper du barbecue, du jet privé, de ce que vous voulez. Mais il faut quand même mettre le maximum et avec les mêmes réglementations. On n'a pas les mêmes règles. Puisque maintenant tu es tranquille là. Quand, je ne sais pas, il y a 5 ans,
tu as fait le plan Gessina, Forward 2035, 2030. Net Zéro 2050 ou 2030, etc. Et tout. Il y avait des instruments de mesure ou c'était des trucs griffonnés? Il y avait des instruments de mesure. Non, il y a des instruments de mesure. Il y a des organismes qui mesurent ça. Il y a l'OID, il y a d'autres, etc. Et ça se perfectionne tout le temps. Simplement, c'est des montants d'investissement très importants. Moi, je l'ai fait de façon assez volontariste, mais ça demande la capacité pour les entreprises pour pouvoir aller là-dedans. On a quand même eu 2 années de Covid. Hein. Les 2 années de Covid, on nous a dit, tiens, les gens ont peur de l'air recyclé dans les immeubles, il faut mettre de l'air frais. On a consommé du carbone, de l'énergie, etc. pendant 2 ans. Rien que des trucs comme ça. Le cerveau gauche et le cerveau droit doivent être connectés. Voilà. Donc, on est face à l'incertitude technologique. C'est ça, je pense, c'est là où le bas blesse. Si on savait, d'accord avec ce que disait Françoise, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce qu'on attend, alors notamment des gouvernements, qu'ils édictent des réglementations qui s'appliquent à tous, comme ça tout le monde. L'industriel, le problème, c'est qu'il a envie de composer avec les éléments, mais si on lui dit on change de cap en milieu de parcours, c'est insupportable. Et le problème, c'est ça, c'est que pour les gouvernements, il est très dur d'édicter des règles dans un contexte où on ne sait pas quelles seront les technologies propres. Si on prend le cas de l'automobile, bon, d'abord, j'ai envie de dire, il y a une solution qui est certaine pour le coup et qui fonctionnerait, c'est de baisser notre niveau de consommation. Mais ça, le monde s'y refuse. Les pays riches entendent conserver leur niveau de vie et les pays pauvres entendent améliorer le leur. Donc, regardez à quelle vitesse les Chinois se mettent à la voiture, c'est effrayant. Donc, on nous dit, l'injonction dans le secteur automobile, maintenant, c'est de consommer, enfin, d'acheter des voitures batteries, sauf qu'on sait très bien qu'avec les batteries, on ne sait pas ce qu'on pourra en faire. Et maintenant, il y a un doute. On dit, peut-être que c'est pas la bonne technologie. Et ça va être comme ça dans tous les secteurs. Et ce qui me frappe quand je parle de consommation, parce que je ne suis pas, bien sûr, un défendeur de la décroissance, tu me connais, mais je pense qu'une certaine sobriété quand même. On pourrait édicter des nouvelles règles. Alors, tu vas trouver ça très marginal, hein, mais c'est de l'ordre du symbolique de dire, tiens, on pourrait limiter le nombre de cadeaux de Noël entre adultes, par exemple. Au lieu de cela, les Français se mettent à Black Friday, quelque chose qui ne correspond en rien à notre culture, puisque pour les Américains, c'est le lendemain de Thanksgiving. On ne fête pas Thanksgiving. Les Américains, aujourd'hui, reçoivent des pubs pour la fête du célibat chinois. C'est une fête chinoise. On essaie de les convertir à ça. Amazon essaie de les convertir à ça. Je veux dire, c'est ridicule. Je savais pas ça. Non, mais voilà, la donc, fête des célibataires, on c'est un prône truc de dingue. ce modèle de surconsommation et on continue. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonné quand tu dis qu'il y a encore 1% d'augmentation de gaz à effet de serre pour cette année. Mais alors, voilà, c'est inéluctable. Limiter les cadeaux de Noël. Non, mais je te dis que c'est symbolique. On a déjà le concours Lépine du n'importe quoi. Bien sûr. Je te dis que c'est pour marquer le coup à quel point on n'est absolument pas prêt à restreindre notre niveau de consommation. Pas du tout. Parce qu'on attend Godot, parce qu'on attend la solution technologique magique. Mais qu'il n'arrivera pas comme ça. Et parce qu'on est comme les entreprises, on n'arrive pas en fait à se projeter à 20 ans. Même nous, j'ai l'impression en tant que citoyen, je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors c'est pour ça aussi que les jeunes sont plus mobilisés sur ces sujets-là et que je pense qu'on peut quand même agir sur des comportements collectifs. Alors sûrement pas par la loi et sur les cadeaux de Noël, mais les référentiels changent quand même. Donc il faut trouver d'autres façons d'imposer des comportements responsables, fancy, sympathiques, etc. Parce qu'on voit bien quand même des changements de comportement sur certaines générations. Regardez, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de permis de conduire. Oui. Bon, c'est super. Il y a un moment qu'on dit que les jeunes sont mobilisés. Le constat, c'est que les émissions ne baissent pas quand même. Donc, à un moment, ils changent de portable. Alors, c'est vrai qu'ils font du vélo, mais ils prennent l'avion. Voilà. Bon, un mot, parce que je voudrais qu'on parle de l'automobile, parce que c'est intéressant. La phrase de Tavares, donc c'était en fait dans une longue interview au Parisien avant le mondial de l'automobile. Et Tavares, donc Thierry Breton, s'était pas encore exprimé pour dire tiens, au fait, 2035, plus de voitures thermiques, c'est peut-être un peu dur. Et Tavares dit, et là c'est vraiment chef d'entreprise, je veux votre commentaire, ma grande peur, c'est qu'on tire comme des fous sur le manche ce qu'on est en train de faire, dit Tavares, et qu'on nous dise ah bah finalement non. Fallait refaire. Bah oui, mais c'est ingérable quand vous avez à décider de milliards d'investissements. C'est des Titanic qu'il faut changer de direction. Voilà, c'est ça. Enfin, en essayant d'éviter des paquebots, on va prendre des paquebots. Mais en essayant d'éviter les icebergs. Et ça, c'est un sujet. On ne change pas comme ça. Les entreprises ne changent pas comme ça de stratégie, de méthodologie, d'investissement, d'infrastructure. Parce que pour fabriquer, il faut une infrastructure. Mais bien sûr. Pas comme ça. Quel que soit
soit le métier d'ailleurs, quel que l'on soit dans le service ou pas. Mais c'est pour ça que je dis, il faut qu'on soit beaucoup plus pragmatique et proche du terrain, et qu'on essaye des trucs et qu'on puisse changer de cap plus facilement, et qu'on soit pratico-pratique, comme disent les Québécois, plutôt que d'avoir des règles qui nous tombent du ciel comme ça en disant tournez à gauche, tournez à droite, faites un demi-tour, etc. Ça fait un bazar pas possible. Et il faut qu'on soit cohérent. Les gaz à effet de serre, le CO2, c'est le CO2, c'est la seule chose qui peut se mesurer. Par exemple, la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus local. Eh bien, il faudrait qu'on ait des règles qui s'appliquent partout de la même manière. Déjà, en Europe, ça ne s'applique pas de la même manière d'un pays à l'autre. Françoise ? Oui, alors je partage, mais ça dépend de quelles règles on parle. Je pense qu'on ne peut pas demander aux acteurs privés, compte tenu des efforts à réaliser et quand même des conséquences, alors des investissements, puis des conséquences de la transition. Enfin, la trajectoire qui est en train de prendre sur l'automobile, elle aura des conséquences sociales. Personne n'en parle, mais enfin... mais si, tout le monde en parle. Alors, et puis, maintenant, elles sont réglées, les conséquences. Enfin, et donc, du je vais dire, pardon, je vais être un peu provocateur, elles sont très très limitées en fait, les conséquences sociales, tu sais, Françoise. De deux choses l'une, on a massivement délocalisé une grande partie de la production automobile. Oui, ok, tu as les fonderies dans les Vosges, voilà, les fonderies dans les Vosges, connaîtront le sort des maréchaux ferrants. Je pense qu'il y a encore pas mal de postes. Je regardais les chiffres sur l'Allemagne hier, et il y a encore pas mal de postes qui vont être touchés par cette transformation. Mais cette décision-là, c'est à l'entreprise à les prendre, bien sûr, mais il faut les aider. Enfin, on ne peut pas demander à une entreprise qui a des comptes à rendre à ses actionnaires tous les jours de décider, par exemple, un changement comme celui qui est en train de faire l'automobile sans les aider un peu. Oui, sinon, mais au moins, il faut s'y tenir. Si on a fait du changement, il faut s'y tenir quand même. C'est absolument dingue. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que les règles, les politiques, elles sont quand même là pour aider la décision d'acteurs privés qui doivent les assumer. Ça ne peut qu'aider l'industrie automobile. Il faut que ça soit durable, si j'ose dire. Alors, il faut que ce soit durable, il faut que ça s'applique à des cadres globaux et pas à des règles de détail. Mais il faut effectivement donner un cadre, parce que les décisions qui sont à prendre sont des décisions où on ne peut pas attendre d'un acteur privé qu'il gère tous les paradoxes et les contradictions. Exactement. Donc il faut un cadre politique pour les aider. Enfin, ça me paraît une évidence. Sauf que, pour aller exactement dans la continuité de ce que tu viens de dire, il faut un cadre politique à très long terme. Ce qui n'est pas le truc. Et on n'arrive même pas à avoir des cadres politiques à moyen terme. On est bien d'accord. Non, mais c'est ça. Bien sûr. C'est le long terme. Oui, mais moi, je pense que ça n'est pas un manque de vision. Attention, c'est le fait de dire on ne va pas s'engager sur un chemin immuable, sachant que la technologie est incertaine. C'est plus ça. Mais c'est une absence totale de vision. Ah non, mais non. Mais une absence totale de vision. Qui peut sortir sa boule de cristal pour nous dire quel est le bon moteur pour faire rouler une voiture Écoute, c'est un débat qu'on avait la semaine dernière. Moi, je prends l'exemple, il vaut ce qu'il vaut. À un moment, programme Apollo. Voilà. Donc, à un moment, le gars dit on va aller sur la Lune. Très franchement, à la limite, ça n'a aucune importance. Mais au moins, il y a une direction, il y a un cap, l'ensemble des investissements savent où ils doivent aller, les technologies ont une ligne directrice pour la recherche. Oui, mais le cap ici, ce serait dire... Et à la limite, aller sur la Lune, c'est presque un détail à se regarder. D'accord, mais on dirait dans ce cas-là, le cap, c'est on passe au moteur électrique à 100%, même si le recyclage des batteries fout en l'air la planète. On trouvera les... non, c'est pas ça l'objectif. Mais à ce moment-là, tu t'arrêtes, tu fais plus rien. Ce qui est passionnant, regarde, moi, je suis... J'en ai déjà beaucoup parlé, pardon, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent régulièrement. L'histoire, la manière dont Imerys a réussi à vendre l'ouverture d'une mine de lithium au centre de la France. Pour l'instant, et je reste très prudent, le truc, mais pour l'instant, tout va bien. Pourquoi tout va bien ? Parce que ça y est, on a tous compris cette nécessité du lithium. Pourquoi on comprend cette nécessité du lithium ? Parce que effectivement, tu as un cap, qui semblait à peu près clair, vers la voiture électrique, vers la batterie de toute façon. Fixe ton cap et tu verras bien. Mais si tu n'en as pas, tu vas rester assis jusqu'à, comme le dit Jean Covici, qu'il y ait le feu à la forêt de Fontainebleau. Oui, le cap technologique viendra au fil du temps. Moi, je ne pense pas qu'on aura de toute façon jamais le cadre défini une fois pour toutes et on saura ce que ça sera. Ça viendra avec du temps.
prenons l'exemple d'Apollo qui est un joli exemple, eh bien, il y a eu des tas de retombées technologiques et d'améliorations qui se sont faites au fil du temps, et des retombées en matière de médecine, en matière de toutes sortes de sciences, la médecine en particulier, l'agriculture, etc., venant de ce voyage sur la Lune dont on se demandait pourquoi c'est pas simplement un spectacle. Eh bien, je pense on doit tenir un cap. En tout cas, les entreprises ne peuvent pas changer de cap toutes les 5 minutes, Bien sûr. parce que les influences sont importantes. Je ne sais pas si dans l'automobile, il y aura une trop grosse casse ou pas. J'ai aucune idée particulière. Je pense qu'en tout cas, en Allemagne ou dans l'Europe centrale, qui construit pour l'Europe de l'Ouest, probablement. Mais d'une manière générale, quand je regarde le secteur de BTP immobilier, le casse va être important, parce qu'on a tout un écosystème qui était très administratif, etc., qui va sortir du fait de ces automatisations et qui va aller vers autre chose. On va faire du sur-mesure, on va faire à la petite cuillère, etc. On n'a pas les formations, on n'a pas l'accompagnement, on n'a pas la capacité de le faire, et en même temps, cette digitalisation bat son plein, va à toute vitesse. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas... J'étais pas née, malgré mon grand âge, mais au début du siècle dernier, probablement, à la fois, il y avait les guerres, il y avait tout ce qu'il y avait, mais il y avait aussi ces transformations sociales, inventions, fin 19e, début 20e. Peut-être que nous vivons un peu cette période-là d'effervescence, et on ne saura la réalité que quand ça sera fait, j'en sais rien. Roaring Twenties, Oui, Sans doute. la belle image. Si je peux juste ajouter une phrase, Mais bien sûr. on est face à un paradoxe. C'est que l'électeur exige du gouvernement ou des gouvernements qu'ils prennent des mesures fortes, mais le consommateur n'est pas prêt à en payer le prix. Voilà. ça c'est vrai. Et nous sommes des consommateurs, donc il ne faudra pas... Électeurs, consommateurs. Françoise ? Oui, enfin, je pense que même ça, on doit pouvoir arriver à le régler, parce que c'est pas... Alors, c'est clair qu'il va y avoir une inflation sur un certain nombre de coûts. Il y a un papier une note de cadrage d'un papier du centre stratégique tout à fait intéressant, 3 volets. Gérer les sujets de l'inflation, gérer les investissements et gérer les Tu parles de Pisani-Ferry, c'est ça Oui. Oui. Ils sont en train de travailler sur ce sujet-là en posant le problème de façon très intéressante, en disant il y a 3 piliers. Mais je crois que même le consommateur, on doit pouvoir arriver à le convaincre de faire différemment. Et de toute façon, c'est en train de changer, parce que la génération de mes enfants, voire même de mes petits-enfants... Ah, ça m'écarte. Mais j'y crois pas un instant. Tout le monde répète ça pour se rassurer. Mais franchement... C'est une génération qui, comme les autres, s'arc-boute sur son pouvoir d'achat. Mais ouais. Alors c'est vrai. Et vrai. n'émet pas moins de carbone que la génération précédente, qu'on le veuille ou non. Voilà, 8 milliards de tonnes de carbone, de tonnes de charbon, Le charbon vont être brûlées en 2022. Jamais autant. Voilà. Oui, mais il y a une certaine forme de conscience. Donc, continuons à espérer. Le truc qui est... Enfin, allez voir ça, parce que... René Dumont, donc là pour le coup, on est campagne électorale 1974. 14. Voilà. Ok. Il y a tout. Il y a Oui. tout, c'est-à-dire. Tout. Oui. Eh bien, il raconte tout Le sur le verre d'eau. réchauffement climatique, tout. Oui. Et c'est Giscard René qui l'a Dumont. emporté. Non, mais surtout, mais tout le monde s'en fout. Je ne sais pas combien a fait René Dumont. Enfin, personne ne l'entend, peu importe. Mais Avec son verre d'eau. c'est intéressant. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur la façon dont on n'arrive pas à appréhender le long terme et choses comme ça, mais allez voir, il y en a partout. Tu fais l'INA, une petite campagne, juste un mot, parce qu'à ce moment-là, c'était à la télévision, dans des postures surannées. Et, voilà, et mais il y a tout. Il dit tout. Absolument tout sur le réchauffement, Oui, le carbone. on a su. Il faut quelques visionnaires qui définissent le cap, qui n'en parlent pas nécessairement, mais mettent ce qu'il faut pour avancer. Enfin, Allez, dernière minute, je veux votre avis sur ces histoires de dividendes salariés, là, mesdames. On va voir la une du Figaro de ce week-end, là, où visiblement le gouvernement a l'air de vouloir accélérer. Voilà, accélère sur le dividende salarié. C'est une manière d'éviter de taxer les super profits, nous dit-on ce matin. Enfin bref. Ça vous intéresse pas? Non, François, ça lui tombe des mains. on savait que ça allait arriver, parce que c'est dans l'air depuis un bon moment, etc. Ça fait partie des énièmes mesures qui ont pour objectif d'essayer de créer une espèce de compensation, de communication à d'autres aspects. Voilà, on a un problème fondamental, des outils pour partager la valeur au sein de l'entreprise, on en a plein. Oui, Et donc, on en créerait un énième. Un nouveau, ouais. Et celui-là, avec des contraintes de lien entre les différents outils. Enfin bon, donc, est-ce que le dividende salarié, c'est une alternative à des augmentations de salaire? Est-ce que c'est... non, c'est en plus... Enfin bon, tout ça, c'est de la com. Oui, l'idée, je ne l'ai pas précisé, mais l'idée, ce serait effectivement
Donc, cette affaire remonte à Thibault Langsade, pendant la campagne présidentielle. Effectivement, l'obligation de lier distribution de dividendes et instrument de partage de la valeur. Voilà, c'est juste ça pour l'instant, au sein de l'entreprise. Sachant que ces instruments existent, la participation, l'intéressement. Moi, dans mon ancienne entreprise, il y a et intéressement et participation et des plans d'épargne d'entreprise dans lesquels on subventionne le rachat d'actions et il y a une voilà donc et pour autant dividendes aux actionnaires et ils ont les dividendes puisqu'ils sont actionnaires. Simplement, le vrai sujet, c'est quand l'entreprise perd de l'argent, beaucoup d'argent. Comment on partage la valeur négative dans l'autre sens? Jamais. Voilà. Jamais tu la partages, la valeur Donc, négative. c'est la question de fond. C'est à quel moment... Alors, évidemment, on a vécu 15 ans ou 20 ans où il y a eu beaucoup d'enregistrements. Les collaborateurs et les... Oui, il y a des licenciements, etc. Donc, mais bon, licenciements. Oui, mais quand même, c'est pas dans les mêmes hauteurs de perte de valeur, etc. Oui, mais tu comprends cette confusion. Tu as des années sans dividendes, tu n'as pas d'années sans salaire quand même, Françoise. Non, mais bien sûr. Et donc, on va augmenter encore la confusion entre la rémunération du risque et la rémunération du travail. Le vrai sujet, c'est pour ça que je dis que c'est de la com, c'est que les dividendes, c'est devenu une espèce de truc, un porte-drapeau d'un capitalisme détestable, où les actionnaires abusent, c'est une partie du capital, etc. Personne ne sait vraiment ce que c'est, d'ailleurs, parce que je serais curieuse d'un sondage dans la rue en disant c'est quoi un dividende pour un actionnaire. Essayer de faire des parallèles entre le dividende et puis j'ai un petit appartement que je... ce serait intéressant de voir le niveau de culture. Donc c'est quelque chose... C'est devenu un gros mot et du coup, pour régler ce problème-là, on crée un instrument qui va ajouter à la confusion. Rapidement, Méka. La vérité, c'est juste simplement qu'on a vécu des années avec des taux d'intérêt très très bas, sans inflation, sans rien, et que la valeur du capital a augmenté de façon massive. C'était pas... on verra ce que ça va donner ces années inflationnistes. Un mot, Jérôme? Oui, c'est vendu comme le fait d'apporter de la cohésion sociale autour de la distribution de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Ça remet en question l'idée même du capitalisme, que c'est les propriétaires du capital qui prennent le risque de la variation de la valeur ajoutée. Et ce qui est la partie fixe, c'est versé comme salaire. Alors bien sûr, à long terme, tout ça, c'est variable puisque les postes peuvent disparaître. Ouais. Mais il y a un aspect fiscal qui n'est pas mentionné et que joue aussi le gouvernement. C'est l'idée que, ici, l'employeur comme l'employé, ils trouvent leur compte puisqu'ils payent largement moins de cotisations sociales. Donc c'est une manière aussi, si tu veux, de donner... transférer, voilà, de distribuer de la valeur ajoutée en se soustrayant aux cotisations sociales. Et je dis que le gouvernement fait aussi cela parce que le gouvernement augmente les primes des fonctionnaires actuellement. Et les primes, c'est la même chose. Ça n'est pas sujet à toutes ces cotisations sociales. Donc il y a aussi il y a une volonté politique, je pense, parce que c'est explosif, la question des cotisations sociales. Merci, mesdames. Merci, Jérôme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour continuer ces débats sur Bismart. Merci.